Bonjour et bienvenue dans Histoire et gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Histoire et gastronomie, consacré à une question que nombre de gastronomes se posent. Lyon mérite-t-elle encore son titre de capitale mondiale de la gastronomie ? Pour comprendre cette interrogation, revenons à une date clé, 1935. Cette année-là, Kurnowski, célèbre critique gastronomique et premier prince des gastronomes, publie un ouvrage emblématique intitulé « Lyon, capitale mondiale de la gastronomie ». Pourtant, il avait déjà affirmé dès 1925 dans la France gastronomique « Lyon, nous n'hésitons pas à le dire, à l'écrire, à le proclamer, est la capitale gastronomique du monde ». Dans son ouvrage, Kurnowski justifie cette consécration par 6 raisons majeures. L'abondance, la variété et la qualité des produits, l'ouverture aux produits du monde et aux vins du monde, une cuisine régionale mais aussi mondiale, la présence d'une tradition culinaire, des chefs expérimentés et des restaurants de qualité, et enfin un goût de cuisiner et de soigner un repas partagé par tous les niveaux de l'échelle sociale. Mais si Kurnowski revenait en 2024, attribuerait-il encore ce titre prestigieux à Lyon ? C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cet épisode, nous examinerons les éléments qui plaident en faveur de cette reconnaissance intemporelle, mais aussi les défis auxquels Lyon doit faire face pour préserver son héritage culinaire. Nous aborderons des critères modernes que Kurnowski n'avait pas envisagés, comme l'image et la notoriété internationale, la transmission et une vision pour le futur. En essayant de répondre à cette énigme, Lyon peut-elle encore prétendre être la capitale mondiale de la gastronomie en 2024 ? Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce voyage gastronomique au cœur de la capitale mondiale de la gastronomie. Pour commencer, nous allons résumer ensemble les 20 siècles d'histoire qui ont façonné Lyon en tant que capitale mondiale de la gastronomie. Pour ce faire, nous allons condenser ce long voyage en 5 grandes étapes ou périodes majeures. La génétique de la ville, les foires de la Renaissance, l'industrie de la soie, les années 1930 et l'ère Paul Bocuse. Allons-y. Considérant la génétique de la ville, Lugdunum fut créé en 43 avant Jésus-Christ par le proconsul de la Gaule, Lucius Munatius Plancus, à la confluence du Rhône et de la Saône. Ces 2 fleuves furent pendant près de 20 siècles le principal axe de communication entre la Méditerranée et les pays du Nord pour le transit des marchandises venues du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen. 2 décennies plus tard, en 27 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste chargea le général Agrippa de faire de cette ville le point de départ de 4 grandes voies gallo-romaines vers les différentes provinces de Gaule, afin de faciliter le déplacement des troupes en campagne et la circulation des marchandises et du courrier. Ce réseau routier prit le nom de son fondateur et devint la Via Agrippa. La voie vers la Manche, dite de l'Océan, reliait Lyon à Boulogne via Chalon-sur-Saône et Paris, tandis que la Narbonnaise reliait Lyon à Arles. Au XVe siècle, ces 2 voies devinrent des voies royales, le long desquelles on installa des relais de poste pour héberger et nourrir hommes et chevaux. Ces voies royales devinrent voie impériale sous l'empereur Napoléon Ier en 1811, puis route nationale à compter de 1830. Ainsi, la Via Agrippa de Paris à Lyon et de Lyon à Arles fut le socle des nationales 6 et 7 qui suivaient peu ou prou le même tracé. Les anciens relais de poste qui survécurent à l'arrivée du chemin de fer trouvèrent un nouvel élan avec l'avènement de l'automobile et du tourisme. Ils se transformèrent en auberges et parfois en tables réputées, comme les maisons Alexandre Dumaine, devenues celles de Bernard Loiseau à Saulieu, la Meuloise à Chagny ou Pic à Valence. D'autres, flairant la bonne affaire, s'installèrent sur son parcours comme la Mère Brasier à Lyon ou Fernand Point à Vienne. Enfin,
Lyon, qui était déjà à la croisée du Rhône et de la Saône et des nationales 6 et 7, se trouvait également à la croisée de terroirs magnifiques. Au nord de Lyon, le climat semi-continental donna naissance à de vastes prairies aux cultures céréalières et maraîchères. Le nord devint la patrie de la volaille de Bresse, du bétail charolais, des fromages de vache, du beurre et de la crème. Au sud de Lyon, le climat méditerranéen donna naissance, tout au long de la vallée du Rhône, à des vergers et zones de maraîchage, couverts de fruits et légumes, et à des oliviers. Le sud devint la patrie des chèvres et brebis, et donc des fromages issus de ces caprins et ovins et celle de l'huile d'olive. Du nord au sud, les vignobles de Bourgogne, du Beaujolais et des Côtes-du-Rhône approvisionnaient la ville en vins de qualité. À l'est et à l'ouest, les massifs montagneux des Alpes et du Massif central, au climat montagnard, permirent l'arrivée vers la ville des noix, châtaignes, salaisons et fromages de montagne. Le Rhône, la Saône et les étangs de la Dombe alimentaient Lyon aux poissons d'eau douce. Le terroir environnant Lyon est l'un des plus divers et riches du monde, et tous les produits de ce terroir étaient envoyés vers cette ville dont l'activité économique était prospère. Mais l'histoire culinaire de Lyon ne s'arrête pas à ses prédispositions génétiques et à ses ressources naturelles. À la Renaissance, ce furent les foires de Lyon qui constituèrent le second pilier de la construction de la gastronomie lyonnaise. La gastronomie lyonnaise prit racine au milieu du XVe siècle, quand Louis XI octroya, en 1463, à la ville le privilège de tenir 4 foires de 15 jours, suivies par 4 foires aux monnaies et au paiement d'une même durée. Ces foires attirèrent dans la ville plusieurs milliers de marchands venus des provinces voisines, mais aussi de toute l'Europe et surtout d'Italie. Elles firent de Lyon la deuxième ville du royaume, le principal centre du commerce et du négoce des épices européens et une véritable place forte bancaire. Lyon connut à compter de cette période une vague d'immigration italienne sans précédent, qui pouvait s'expliquer par la situation politique en Italie, le succès des foires, les guerres d'Italie et la position stratégique de Lyon comme ville frontière entre le Royaume de France et le duché de Savoie, qui s'étendait alors jusqu'au Piémont. Les Italiens apportèrent avec eux nombre de spécialités qui s'installèrent durablement dans la ville, parmi lesquelles bugnes, pâté-croûte, cervelas, quenelles, gratons, abats, béatilles, cardons, artichauts, glaces et chocolat. L'Italie fut un grand pourvoyeur de spécialités pour la gastronomie lyonnaise, et cela faisait déjà beaucoup pour une seule nation. Mais dans la seconde moitié du XVIe siècle, les foires déclinèrent, ne devenant plus que des foires au paiement pour des marchandises qui ne faisaient plus que transiter par Lyon. C'est alors que naquit une nouvelle industrie qui allait faire rayonner la ville pendant 4 siècles. En 1536, François Ier accorda à 2 Piémontais le privilège d'implanter à Lyon l'industrie de la soie, qui nourrit et enrichit la ville pendant 4 siècles, donna naissance aux soyeux et canuts, aux cuisinières bourgeoises, puis aux mères lyonnaises, et donc à la cuisine des bouchons et à celle dite de tradition gastronomique. Il est certain que sans les apports italiens, Lyon n'aurait jamais été consacrée capitale mondiale de la gastronomie. L'industrie de la soie, qui employait 40% de la population lyonnaise à la Révolution, déclina à compter de 1875, pour s'éteindre dans les années 1930 avec la crise financière et économique venue des États-Unis. Obligée de trouver un relais de croissance à l'arrêt de l'industrie de la soie, la municipalité décida de tout miser sur une stratégie initiée et soutenue par quelques journalistes locaux et par Kurnowski, la sainte alliance du tourisme et de la gastronomie. Il s'ensuivit une décennie d'investissement de la ville en matière de promotion de la gastronomie lyonnaise. La chance sourit alors à Lyon. En 1933, la mère Brasier fut la première femme étoilée au guide Michelin. Et quelles étoiles! 3 étoiles pour chacun de ces 2 restaurants. Dès le mois d'octobre de la même année, le syndicat d'initiative et le comité des fêtes lancèrent la semaine gastronomique, qui mettait en valeur les cuisines des différentes régions de France, qui devint en 1935 les journées de la cuisine lyonnaise. En 1934, un nouveau palais de l'alimentation de plus de 13 000 m² fut inauguré au sein de la foire de Lyon, démontrant à tous la nouvelle stratégie de la ville. Enfin, en 1935, Kurnowski consacrait Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, dans son livre éponyme. Après la Seconde Guerre mondiale, la municipalité abandonna sa stratégie autour de la gastronomie au profit de la reconstruction, des transports, des industries chimiques et pharmaceutiques. Heureusement, Paul Bocuse était déjà en cuisine. Formé par la mère Brasier dès 1948
puis par Fernand Point, il se vit attribuer 3 étoiles par le guide Michelin en 1965, devint le leader d'une nouvelle génération de chefs, ceux de la nouvelle cuisine, fut consacré cuisinier du siècle en 1989, puis régna en maître sur la gastronomie lyonnaise, française et mondiale pendant 50 ans. Nous l'affirmons sans détour, sans Paul Bocuse, il y a longtemps que Lyon aurait perdu son titre de capitale mondiale de la gastronomie. Maintenant que nous avons compris comment la gastronomie lyonnaise s'est installée au fil des siècles pour faire de Lyon la capitale mondiale de la gastronomie en 1935, abordons le véritable objet de ce podcast. Si Kurnowski revenait en 2024, consacrerait-il encore Lyon capitale mondiale de la gastronomie ? Nous allons maintenant explorer les 6 critères qui, en 1935, ont conduit Kurnowski à consacrer Lyon capitale mondiale de la gastronomie. Et vous verrez, au fil de ce voyage, à quel point cette ville, bien qu'elle doive affronter les défis de notre temps, reste un haut lieu de la gastronomie. Premier critère, l'abondance, la variété et la qualité des produits. Comme nous l'avons vu dans la première partie, Lyon est toujours à la croisée du plus fabuleux terroir au monde. Il suffit d'énumérer quelques-uns d'entre eux pour s'en convaincre. Vin de Bourgogne, du Beaujolais des Côtes-du-Rhône, viande de Charolais, volaille de Bresse, pâte à dos de la Drôme, poissons d'eau douce, des étangs de la Dombe et des lacs alpins, fruits et légumes de la vallée du Rhône, fromage de vache et de chèvre, beurre et crème, salaisons et charcuterie de l'Isère, de l'Ardèche et de la Savoie. La région Rhône-Alpes-Auvergne éblouit toujours les palais avec 163 appellations d'origine protégée, 36 indications géographiques protégées et 81 labels rouges, un record. Cependant, tout n'est pas rose. La mondialisation et les évolutions climatiques fragilisent ce terroir. Les poissons d'eau douce se raréfient, les volailles de Bresse doivent faire face aux dérives industrielles et les fruits et légumes de la vallée du Rhône souffrent du réchauffement climatique. De nouvelles races de viande, plus adaptées à la consommation, font leur apparition dans les boucheries et le Beaujolais est en pleine reconstruction après les excès du Beaujolais nouveau des années 2000. Pourtant, l'âme de ce terroir persiste, indéniablement ancrée dans la culture lyonnaise. Deuxième critère, l'ouverture aux produits et vins du monde. Kurnowski voyait en Lyon une porte ouverte sur le monde, mais la mondialisation a changé la donne en uniformisant l'offre de produits alimentaires dans le monde occidental. Ainsi, les produits du terroir lyonnais représentent la portion congrue face à l'offre disponible aux Halles de Lyon, sur les marchés et dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, les cuisines du monde foisonnent dans la ville, parfois au détriment des bouchons et des grandes tables traditionnelles. L'installation du Food Court Food Society au centre commercial Westfield de la Pardieu, faisant la part belle à la street food anglo-saxonne, en était la plus récente illustration, avant qu'il ne ferme ses portes en 2024. Dans ce tourbillon de saveurs, la gastronomie locale reste bien présente, mais elle doit lutter pour maintenir sa place dans le cœur des Lyonnais. Troisième critère, une cuisine régionale mais aussi mondiale. Cette double identité culinaire est plus que jamais d'actualité car Lyon est unique en son genre. C'est une ville qui offre à la fois une cuisine mondiale, comme dans toutes les grandes capitales, et une double cuisine régionale. D'un côté, l'héritage des cuisinières bourgeoises, des Soyeux, des mères Fillou et Brasier de Paul Bocuse brille dans les grandes tables gastronomiques. De l'autre, les bouchons, avec leurs plats rustiques et bon marché, et leurs mâchons, honorent la tradition populaire des canuts. Cette double cuisine régionale est soutenue et protégée par 2 académies gourmandes historiques, les Toques Blanches lyonnaises, la plus ancienne association de chefs créée en 1936 pour défendre la cuisine gastronomique, et les Francs-Mâchons, créés en 1964 pour défendre la cuisine des bouchons et le mâchon. De multiples autres associations veillent au bon maintien de la tradition des bouchons et du mâchon, comme le mâchon fidésien ou les authentiques bouchons lyonnais. D'ailleurs, le mâchon ne s'est jamais aussi bien porté et connaît une véritable renaissance depuis que quelques passionnés ont fait le pari d'organiser le plus grand mâchon du monde en 2018. 6 ans plus tard, des mâchons sont organisés quotidiennement dans la ville et nombre de restaurants ont ajouté cette pratique ancestrale dans leur service quotidien. Certes, certains critiques reprochent à ces 2 cuisines leur manque de légèreté face aux tendances actuelles, mais elles incarnent une authenticité que bien des villes nous envient. Quatrième critère, une tradition culinaire. Depuis plus de 5 siècles, la table est le cœur battant de Lyon. Cette tradition du bien manger, née des négociants de la soie et perpétuée par les maires, est restée intacte. La convivialité autour d'un repas est une véritable institution. L'historien
lyonnais, Emmanuel Vintrinier, écrivait déjà en 1898 que nos fabricants et nos commissionnaires en soierie font toujours faire bonne chère à leurs acheteurs étrangers. Les affaires, ils le savent à merveille, ne se traitent bien que la fourchette à la main. Cette tradition du bien manger est ancrée dans les affaires, la politique et les familles lyonnaises. Comme le dit l'ancien critique culinaire du Progrès, Jean-Jacques Billon, à Lyon, la table est l'autel autour duquel on sacrifie avec ferveur à l'amitié et à la gourmandise. C'est presque une exception lyonnaise de parler affaires et de négocier des contrats autour d'une table. Cette pratique héritée des Soyeux est confirmée par le journaliste et ancien directeur du Guide Michelin, Jean-François Mesplette, quand il affirme « Partout en France, on va au restaurant pour célébrer la signature d'un contrat, alors qu'à Lyon, on va au restaurant pour négocier ce même contrat ». Cette tradition culinaire a toujours été soutenue depuis la Révolution par des dizaines de confréries gourmandes qui se réunissent régulièrement pour célébrer la cuisine lyonnaise. Citons pour mémoire le Cercle de la Petite Table, créé en 1811, à qui l'on doit l'introduction des premières huîtres à Lyon lors d'un dîner en 1818, et l'Académie du Lapin, créée en 1953, qui comptait 7 membres, comme ceux du lapin, c'est-à-dire 4 pattes, 2 oreilles et une queue. Cette tradition culinaire s'est perpétuée par une filiation gastronomique de la mère Fillou à la mère Brasier et à Paul Bocuse. Cette tradition, toujours vivace, est mise à rude épreuve par le mode de vie moderne, dans lequel les actifs vont chercher un encas à emporter à midi pour l'avaler au bureau, phénomène qui s'est accentué dans les 10 dernières années. Les politiques ne défendent plus la gastronomie lyonnaise en fréquentant les restaurants pour y mener leurs affaires comme le fit Édouard Herriot pendant 50 ans. Ajoutons à cela que depuis les années 1960, les équipes municipales au pouvoir n'ont jamais eu de stratégie pour défendre et promouvoir la gastronomie lyonnaise. Cette tradition culinaire souffre aussi d'un certain manque de créativité et de modernité. Il faut dire que les termes tradition et créativité sont assez antinomiques. C'est pourtant ce que le restaurant Paul Bocuse a entrepris depuis la perte de sa 3e étoile en 2020, avec sa stratégie intitulée « La tradition en mouvement », dans lequel les plats emblématiques de M. Paul subissent un rajeunissement de leur composition et leur présentation tout en conservant leur âme. Enfin, depuis un siècle, la gastronomie lyonnaise a été promue par les mères Fillou et Brasier, puis par Paul Bocuse. Maintenant que M. Paul est parti, quel sera son ambassadeur demain ? Sa disparition a laissé un grand vide dans la ville et ne se passe pas une journée sans que son nom ne soit cité dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, ce sont les chefs de l'association des Toques Blanches lyonnaise, menée par Christophe Marguin, qui ont pris le relais. 5e critère, des chefs de talent et des restaurants de qualité. En 1936, Lyon brillait au firmament du guide Michelin avec 36 étoiles réparties sur 19 restaurants, dont 4 restaurants triplement étoilés. Le record absolu pour une ville de province. Aujourd'hui, bien que la ville ne compte plus de restaurants 3 étoiles, elle reste une référence avec 21 étoiles pour 17 restaurants, dont 4 restaurants doublement étoilés. Ainsi, la véritable évolution entre 1936 et 2024 n'est pas le nombre de restaurants reconnus au guide Michelin, mais surtout l'absence de restaurants 3 étoiles. Que s'est-il donc passé ? Entre-temps, Lyon a enfanté Paul Bocuse, le plus grand chef au monde de la seconde partie du XXe siècle. Il a régné en maître sur la gastronomie lyonnaise pendant 50 ans, empêchant toute émergence intramuros de nouveaux chefs de son envergure ou l'installation de grands chefs venus de l'extérieur. Certes, Lyon n'a plus de restaurant 3 étoiles, mais elle peut encore s'enorgueillir de quelques beaux faits de gloire. Le site FineDiningLovers.fr place en 2016 Lyon en première position en ce qui concerne le nombre de restaurants traditionnels par habitant, avec un restaurant pour 294 habitants devant Bordeaux. Toujours en 2016, avec 21 étoiles, Lyon est la 4e ville la plus étoilée d'Europe derrière Paris, Londres et Berlin. Le journaliste Guillaume Lamy de Lyon Capitale affirme, chiffre à l'appui, qu'en 2018, Lyon est la première ville de province en nombre de bibes gourmands, avec 22 établissements, et la première ville de France au nombre de bibes gourmands par habitant, avec un bib gourmand pour 23 000 habitants. Le bib gourmand étant une distinction Michelin attribuée à des restaurants proposant une cuisine soignée à prix modéré autour de 40 €. Selon le classement Tabula 2019, Lyon est la première ville de province où l'on mange le mieux. Enfin, en 2024, Lyon est la première ville de province sur le plan du nombre de restaurants reconnus au Collège culinaire de France avec 65 établissements. Toutefois, le vide sidéral laissé par la disparition de Paul Bocuse n'est pas près d'être comblé, car aucun jeune talent actuel ne peut prétendre à le remplacer. En fait,
Ce qu'il manque à Lyon aujourd'hui, c'est une locomotive, une figure de proue qui puisse entraîner toute une génération derrière lui. Cette situation se traduit clairement dans l'évolution de la position de la ville en matière de nombre de restaurants étoilés. Lyon est passé du top 4 des villes les plus étoilées d'Europe en 2016 au top 20 en 2022. Entre les deux, M. Paul est décédé. Sixième critère, un goût de cuisiner et de soigner un repas affirmé à tous les niveaux de l'échelle sociale. À Lyon, l'amour de la table transcende les classes sociales, qu'il s'agisse d'un dîner en famille, d'un mâchon entre amis ou d'une négociation autour d'un repas. La table est un lieu de partage et de convivialité autour de laquelle chefs d'entreprise, notables et simples gourmands se retrouvent. Le principe c'est simple, comme le dit l'historien Félix Benoît. À Lyon, on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas mangé ensemble. Ainsi, le Lyonnais est éduqué au goût très jeune dans les familles bourgeoises. Le Lyonnais va manger au restaurant en famille pour célébrer un événement heureux comme les noces d'or ou un anniversaire. Le Lyonnais fait des affaires à table. Et enfin, le Lyonnais mange en confrérie ou entre amis. Aujourd'hui encore, il ne se passe pas un jour sans que l'une de ces associations de gourmands organise un mâchon ou un déjeuner dans un bouchon lyonnais. Pourtant, il faut bien admettre que cette éducation au goût est battue en brèche par les modes de vie actuels, que les affaires se traitent de moins en moins à table et que les décisions politiques ne se prennent plus autour d'un bon repas et de quelques pots. Les Lyonnais, fidèles à leur héritage, continuent de défendre cette culture culinaire unique au travers de leurs confréries, associations gourmandes ou en rejoignant un authentique mâchon. En revisitant ces 6 critères, nous voyons que Lyon reste profondément enraciné dans ce rôle de capitale gastronomique. Mais ce n'est pas tout. D'autres atouts font rayonner cette ville sur la scène culinaire mondiale. Nous allons explorer comment Lyon continue d'innover, célébrant son passé tout en regardant vers l'avenir. Lyon, ville historique et culturelle, s'impose depuis des siècles comme un haut lieu de la gastronomie. Son statut de capitale mondiale de la gastronomie est renforcé par plusieurs atouts remarquables. Parmi eux, on trouve sa double cuisine traditionnelle, un équilibre unique entre cuisine populaire et gastronomie raffinée, qui ne se satisfait pas de quelques plats emblématiques, mais se traduit par des dizaines de plats traditionnels. La gastronomie lyonnaise se révèle aussi au grand public au travers de la multiplicité de ses spécialités pâtissières, charcutières, fromagères et de confiserie qui se sont ancrées dans son patrimoine. Le plus bel atout dont bénéficie la gastronomie lyonnaise est probablement son image et sa notoriété gastronomique internationale née d'une tradition de transmission culinaire. Enfin, Lyon a devant les yeux une possible vision pour l'avenir qu'il lui suffit de saisir pour relayer la disparition de son plus grand ambassadeur, Paul Bocuse, et perpétuer son titre à jamais. Il s'agit de la vallée de la gastronomie, France. Regardons ces atouts remarquables de plus près. Nous avons déjà évoqué la double cuisine de tradition lyonnaise à la fois gastronomique et populaire. Cependant, contrairement à d'autres villes qui se targuent d'avoir quelques plats traditionnels à déguster impérativement, Lyon propose quotidiennement une vingtaine de plats populaires servis dans les bouchons et une petite dizaine de plats gastronomiques encore servis dans quelques grands restaurants, constituant une offre qui ne se retrouve nulle part en France. Dans les célèbres bouchons lyonnais, on savoure des plats simples, mais généreux, enracinés dans la tradition locale. La gratinée, la salade lyonnaise, la salade de pied de mouton, le cervelas en salade de pommes de terre ou cuisiné au vin, les quenelles, le tablier de sapeur, c'est-à-dire de la panse de bœuf pané, le gras double, la tête de veau, la cervelle de canut, c'est-à-dire du fromage frais aux herbes, ou encore la tarte aux pralines. Ce sont une vingtaine de spécialités qui y sont régulièrement proposées, témoins d'un art de vivre authentique. Côté restaurant gastronomique, les grandes tables lyonnaises perpétuent des recettes sophistiquées et emblématiques héritées de la mère Fillou, comme les culs d'artichaut au foie gras, la volaille de Bresse en demi-deuil ou la quenelle de brochet sauce nantois. Que ce soit la simple volaille de Bresse à la crème, le gâteau de foie blond de volaille, la volaille en vessie, la soupe à la jambe de bois, ce pot-au-feu avec le jarret servi au sang l'air chez Paul Bocuse, ou encore la célèbre soupe aux truffes VGE ou le loup en croûte sauce coron, créé par M. Paul, ces plats représentent l'excellence culinaire et attirent gourmets et passionnés du monde entier. En parallèle, Lyon excelle dans la production de spécialités pâtissières, charcutières, fromagères ou de confiserie. On y trouve le saucisson brioché, le cervelas pistaché, le sabaudet, le saucisson de Lyon, la rosette, le Jésus, le pâté en croûte, l'oreiller de la Belle Aurore, l'andouillette à la fraise de veau tirée à la ficelle, la quenelle, ou encore le Saint-Marcelin de la mère Richard, coulant à cœur, et les bugnes, le seul dessert historique de la ville, présente depuis 8 siècles. Enfin,
Citons encore le gâteau président de la maison Bernachon, les tartes aux pralines des maisons Sèvres et Jocteur, et les nombreuses confiseries avec les coussins et les quenelles de Lyon de la maison voisin, les papillotes, les palais d'or, les sarments du Beaujolais, les concours de Lyon, les cakes et brioches aux pralines, et j'en passe, et de nombreuses. Les Halles de Lyon, Paul Bocuse, véritable temple du goût, rassemble des artisans qui perpétuent ses savoir-faire, attirant chaque année des millions de visiteurs. Aucune ville en France, et probablement au monde, ne peut se prévaloir d'une telle profusion de plats et spécialités, et c'est ce qui fait de Lyon une ville à part. Toutefois, cette belle carte postale gastronomique lyonnaise a tendance à se froisser avec le temps. Certains plats disparaissent des cartes des restaurants ou sont oubliés, comme la grillade des mariniers, les amourettes, le ragoût de Béati ou les bréchettes de volaille, qui sont pratiquement impossibles à trouver aujourd'hui. Il faut bien admettre aussi qu'aucun plat populaire traditionnel n'a été réintroduit de la cuisine lyonnaise, alors que certains plats historiques comme la saumate ou la soupe à la jambe de bois pourraient l'être avec un succès presque garanti. Enfin, nombre de spécialités ne sont plus maîtrisées que par un ou quelques artisans comme l'andouillette, le sabaudet ou la quenelle. Mais rien n'est inéluctable, à l'image du pâté-croûte artisanal, encore moribond en 2010, qui a retrouvé depuis le chemin de la qualité, de la notoriété et de l'abondance. Un autre atout non négligeable est l'image et la notoriété gastronomique internationale dont bénéficie la ville depuis la Renaissance et tout particulièrement depuis sa consécration comme capitale mondiale de la gastronomie. En 1925, dans la France gastronomique, Kurnonski et Rouff écrivaient « Depuis le milieu du XIVe siècle jusqu'à la Révolution, la gueule fut pour les administrateurs de Lyon un moyen de gouverner et de conquérir ou conserver des influences. Lorsqu'un roi devait entrer à Lyon, la première question que se posaient les échevins était « Qu'allons-nous lui donner à manger ?» La ville avait à son service des cuisiniers, pâtissiers, confiseurs, sommeliers. Cette armée de gueules était fort considérée par les échevins, conseillers de la ville et bourgeois. Il résumait ainsi la cuisine lyonnaise. De tout temps, l'architecture d'Estomac et la philosophie de Boileau ont tenu une place capitale dans les arts, les sciences et le commerce lyonnais. Cette notoriété gastronomique se retrouve aujourd'hui dans différents faits incontestables. Une simple recherche sur Google concernant ville de gastronomie fait ressortir Lyon en tête de liste. Par ailleurs, Lyon reste la première ville au monde associée à la gastronomie sur les réseaux sociaux. Lyon est la seule ville de province où fleurissent les guides de restaurants. Partout ailleurs, ces mêmes guides couvrent une région, à l'image du Balarin, un guide des restaurants de Bordeaux à Bilbao, ou du guide Gantier, qui donnait les bonnes tables de Provence, Côte d'Azur, Ligurie et Piémont. Enfin, sur le plan de l'image, le label Bocuse continue à rayonner sur la ville avec le restaurant Bocuse de Collonges, les brasseries Bocuse, les Halles de Lyon Paul Bocuse, le Bocuse d'Or, l'Institut Paul Bocuse et la fresque Merci Monsieur Paul. Toutefois, en 2023, le label Bocuse a subi une première faille dans l'édifice avec le conflit opposant Jérôme Bocuse et l'Institut Bocuse qui s'est soldé par le changement de nom de l'Institut devenant Institut Life. Cette image gastronomique de Lyon est quelque peu écornée depuis que le guide Michelin et le guide Goemio ont déclaré que la gastronomie lyonnaise était vieillissante et que les bouchons lyonnais n'étaient plus au goût du jour. Certes, la cuisine lyonnaise, respectueuse de la tradition, est à l'opposé de la cuisine de la génération Top Chef, moderne et créative. Mais on peut affirmer qu'ils ont tort, car il suffit de constater le taux de remplissage des bouchons lyonnais et la file d'attente longue de 18 mois pour déguster le célèbre pot-au-feu de Paul Bocuse à Collonges pour s'en convaincre. Cette image et cette notoriété sont renforcées chaque année lors de l'organisation d'événements nationaux et internationaux dont le plus significatif est le CIRA, qui est l'événement de référence mondiale du food service et de l'hospitalité. Tous les 2 ans, lors du CIRA, qui se déroule à Eurexpo, Lyon bénéficie d'une vitrine mondiale grâce à ses 4700 exposants, ses 210 000 visiteurs venus de 130 pays et ses 25 000 chefs présents, et grâce à ses animations et prestigieux concours, dont le championnat du monde de pâtisserie et le Bocuse d'Or, devenu le plus grand show culinaire au monde. À une moindre échelle, la finale du championnat du monde de pâté-croûte, organisée depuis 2009 par la confrérie du pâté-croûte, sur le modèle du Bocuse d'Or, a redonné ses lettres de noblesse au pâté-croûte traditionnel face à la menace du pâté-croûte industriel qui a complètement disparu des étals et contribue à cette notoriété internationale. D'ailleurs, sur les 4 dernières éditions, les Japonais ont remporté le titre à 3 reprises. Quant aux Halles de Lyon, devenues Halles de Lyon Paul Bocuse en 2006, depuis que M. Paul lui a laissé son nom, sa fréquentation a explosé pour atteindre 5 millions de visiteurs annuels et jusqu'à 10 000 visiteurs par jour pendant la fête des Lumières.
Enfin, cette notoriété gastronomique de la ville est confirmée par le fait que 85% des touristes présents à Lyon veulent découvrir la gastronomie lyonnaise. Il s'avère que ces événements, qui contribuent fortement à l'image gastronomique de la ville, sont organisés par des professionnels comme GL Events et impliquent fortement les associations de chefs locales comme les Toques Blanches lyonnaises. Tout événement qui aurait l'outrecuidance de s'affranchir des acteurs locaux de la gastronomie est voué à l'échec. Il en alla ainsi du Salon gastronomique de Lyon, lancé en 2017 à Eurexpo, qui s'est arrêté à sa 2e édition, et de la Cité internationale de la gastronomie, confiée à un gestionnaire espagnol qui a jeté l'éponge 6 mois après son ouverture. Quant aux food courts qui ont tenté de s'installer en ville pour suivre les modes de consommation actuels, ils n'ont pas réussi à survivre. Food Traboul à Saint-Jean, qui mettait en avant les chefs et les produits locaux, et Food Society, qui faisait la part belle aux enseignes de malbouffe américaines, ont toutes deux fermé leurs portes en 2024. Je ne vous cache pas que si nous regrettons la fermeture de Food Traboul, nous nous réjouissons de la disparition de Food Society. Je ne vois pas comment on peut même avoir eu l'idée d'accueillir autant d'enseignes de restauration anglo-saxonne dans la capitale de la gastronomie, sauf à ce que ce concept ait été imaginé par des organisations étrangères à la ville. Enfin, lors du CIRA 2021, qui a vu David Tissot, lyonnais et disciple de Paul Bocuse, remporter le Bocuse d'or, le président Emmanuel Macron a annoncé la création d'un centre d'excellence de la gastronomie française et des métiers de bouche à Lyon. À l'instar de Clairefontaine pour le football ou de Marcoussis pour le rugby, l'ambition est de proposer des parcours d'entraînement et de préparation à des compétitions internationales pour des équipes de France de métiers de la gastronomie. La haute gastronomie est l'un des principaux vecteurs du soft power et du rayonnement international de la France. Elle contribue pleinement à son attractivité touristique. Le choix de Lyon et de sa région comme base de l'implantation de ce centre est une véritable reconnaissance de la tradition culinaire de la ville et de sa position. À Lyon, la tradition de la transmission du savoir-faire culinaire reste un autre atout majeur de la ville en matière de gastronomie. Le lycée et CFA François Rabelais d'Ardilly, avec ses 750 élèves et 1200 apprentis dans les domaines de l'hôtellerie, restauration et métiers de l'alimentation, est considéré comme l'un des premiers lycées professionnels de France. L'ancien institut Paul Bocuse, devenu Institut Life en 2024, avec ses 700 étudiants de 70 nationalités différentes, est reconnu parmi l'élite mondiale des écoles d'art culinaire, d'hôtellerie et de restauration. L'école hôtelière Tsuji, qui forme 200 étudiants japonais par an à la cuisine et à la pâtisserie, la Vatel Business School et la Vatel Academy, participe également à cet héritage. Mais plus encore, depuis 1949, plus de 100 meilleurs ouvriers de France des métiers de bouche ont été formés à Lyon. Johannes Nandron, premier MOF cuisinier de province en 1949, et Paul Bocuse sont les principaux artisans de ce succès. D'ailleurs, plus de 15 MOF cuisiniers ont travaillé aux côtés de Paul Bocuse. Cette tradition de la transmission a de profondes racines. La mère Fillou a formé la mère Brasier, qui a ensuite formé de nombreuses mères et Paul Bocuse. Ce dernier a à son tour transmis son savoir-faire à des centaines de cuisiniers dans son restaurant et ses brasseries. Mais aujourd'hui, qui va reprendre le flambeau ? La question reste posée. En 2023, on peut constater que 50% des chefs lyonnais affiliés aux Toques Blanches lyonnaises ont été formés dans de grandes maisons de la région, principalement auprès de Paul Bocuse, Pierre Orsi ou Jean-Paul Lacombe, perpétuant ainsi cet héritage d'excellence. Dans 20 ans, bien malin sera celui qui pourra prédire quelles seront les grandes maisons formatrices en matière de cuisinier. Cette situation est une véritable inquiétude. Faisons une pause avant d'aborder une possible vision stratégique pour l'avenir et de conclure ce podcast. Cette vision stratégique est une belle occasion offerte à la ville de Lyon pour relayer sa notoriété gastronomique depuis la disparition de ce plus grand ambassadeur, Paul Bocuse. Cette vision stratégique s'appelle la vallée de la gastronomie France. En 2019, pour la première fois, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Côte d'Azur s'unissent autour de la gastronomie et du terroir français pour créer une destination touristique commune, la vallée de la gastronomie France. Il s'agit d'offrir un voyage gourmand long de 620 km de Dijon à Marseille, en traversant les différents terroirs qui ont nourri Lyon pendant 5 siècles et qui ont contribué à construire sa réputation. Ainsi, la vallée de la gastronomie France est née pour répondre à une quête de découverte pour que chaque visiteur puisse se faire sa propre expérience en se nourrissant de valeurs telles que le partage de l'excellence et des savoir-faire, la convivialité entre professionnels et visiteurs et la générosité par la transmission des savoir-faire et par l'abondance des produits de qualité issus de cette vallée au fil des saisons.
La destination propose à ses visiteurs le meilleur des richesses gastronomiques des terroirs de la vallée de la gastronomie, avec une palette de plusieurs centaines d'offres gourmandes et plusieurs dizaines d'expériences remarquables. Des expériences qu'il faut avoir vécues une fois dans sa vie. Parmi ces expériences remarquables, le visiteur peut apprendre les techniques d'assemblage des vins pour créer sa propre cuvée à l'université de Suse-la-Rousse, expérimenter la fabrication du pâté croûte avec le chef et meilleur ouvrier de France, Joseph Viola, à Lyon, ou celle du calisson à la confiserie du roi René à Aix-en-Provence. Faire la tournée des producteurs locaux avec un chef et terminer dans sa cuisine pour confectionner un repas à ses côtés. Ou encore s'immerger 3 jours sur le terroir bourguignon pour y déguster les 33 grands crus d'exception. La vallée de la gastronomie France aurait très bien pu prendre le nom de vallée mondiale de la gastronomie au vu des trésors qu'elle renferme. Tenez-vous bien, 90 chefs étoilés, 90 bibes gourmands, 400 km de vignobles au travers de 4 grandes régions viticoles, Bourgogne, Beaujolais, Côtes-du-Rhône et Provence, avec 4 grandes capitales du vin, Beaune, Beaujeu, Ampuis et Avignon, 35 entreprises du patrimoine vivant, 15 sites remarquables du goût. Des événements gastronomiques d'exception, comme la vente des vins des Hospices de Beaune, le Bocuse d'Or, la Coupe du Monde de pâtisserie, les championnats du monde de pommerettes, de jambon persillé, de pâté croûte, les Glorieuses de Brest ou le festival Valence en gastronomie. Et enfin, des sites gastronomiques d'exception, comme la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, les Halles de Lyon Paul Bocuse, la Cité du chocolat Valrhona à Tain-l'Hermitage, le marché aux truffes de Richeranche ou encore la capitale du nougat à Montélimar. Cette vallée de la gastronomie France aurait pu être une formidable opportunité pour fédérer les talents et les terroirs autour de la capitale mondiale de la gastronomie et ainsi éviter que d'autres villes ne viennent ravir à Lyon son titre. Des talents, qu'ils soient chefs, producteurs ou directeurs d'entreprise, qui auraient pu être autant d'ambassadeurs de la gastronomie de la vallée pour relayer l'action de promotion de feu Paul Bocuse, qui fut le plus grand ambassadeur de la gastronomie française et lyonnaise à travers le monde. L'enjeu pour Lyon étant d'arrêter de se regarder le nombril et d'accepter de partager son titre de capitale mondiale de la gastronomie avec les acteurs de la vallée pour en devenir l'épicentre. L'avenir aurait pu être de passer de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie en 1925, à Lyon, épicentre de la vallée de la gastronomie France en 2025. Mais voilà, Lyon, cette ville qui a tant espéré devenir la capitale de la France à la Renaissance, après avoir été la capitale des Gaules à l'Antiquité, a toujours rêvé de devenir enfin la capitale de quelque chose, de l'horticulture, du cinéma ou de la gastronomie, et a souvent péché par arrogance et par orgueil. La vallée de la gastronomie, qui aurait dû être un formidable relais de promotion et de notoriété pour la gastronomie lyonnaise, ne semble pas concerner les professionnels lyonnais du domaine. La municipalité et les élites n'évoquent jamais ce projet d'avenir et ne s'investissent aucunement dans sa réalisation. Il faut dire que ce n'est pas une nouveauté. Depuis la Renaissance, jamais le consulat puis la municipalité qui lui ont succédé n'ont eu la moindre stratégie autour de la gastronomie en dehors des années 1930. Depuis son sacre, la ville n'a fait que profiter de ce titre de capitale mondiale de la gastronomie porté par les maires, par les chefs des toques blanches, puis par Paul Bocuse. Le restaurant Bocuse, qui reste l'emblème de la gastronomie lyonnaise, n'a toujours pas rejoint la vallée de la gastronomie, comme la plupart des restaurants étoilés de la ville d'ailleurs, à l'exception de Christian Tête-Doigt, de Mathieu Vianney et de l'Atelier des Augustins. À ce rythme, Lyon n'est pas près de devenir l'épicentre de la vallée de la gastronomie, et c'est probablement une belle opportunité manquée que la ville risque bien de payer dans les années à venir, car il est certain qu'en 2040, la nouvelle génération de chefs, qui ne sera jamais passée par les cuisines de M. Paul, n'aura pas le souvenir de ces temps glorieux, ne sera pas aussi soucieuse de préserver ce patrimoine et cette notoriété. Quant à la nouvelle génération de consommateurs, elle ne rêvera plus de consommer du Bocuse, mais se contentera probablement de visiter le prochain musée Bocuse qui verra peut-être le jour ou de se prendre en photo aux côtés de sa statue de bronze. En conclusion de ce podcast, et pour répondre à la question posée en introduction, Lyon mérite-t-elle encore son titre de capitale mondiale de la gastronomie ? Je ferai la synthèse suivante. Premièrement, même si la France n'est plus le seul pays engagé de la gastronomie, elle reste le pays de la gastronomie et la référence mondiale en matière de cuisine et de pâtisserie. Deuxièmement, Paris est la capitale de la France et probablement la ville où on mange le mieux au restaurant. Troisièmement, Lyon reste la capitale incontestée de la gastronomie, avec son patrimoine culinaire exceptionnel, ses événements prestigieux et son rayonnement international. Lyon reste une référence incontournable, mais sa position
de capitale mondiale de la gastronomie acquise il y a 90 ans est fragilisée par la disparition de son maître et ambassadeur, Paul Bocuse. Quatrièmement, si aucune stratégie n'est mise en place par la municipalité dans les 10 prochaines années pour perpétuer l'image et la notoriété gastronomique de la ville, et si aucun leader n'émerge, alors Lyon a toutes les chances de voir son titre se fondre dans la masse des villes dans le monde qui prétendent faire de leur gastronomie une nouvelle arme du soft power. Elle n'aura alors plus que ses yeux pour pleurer et pourra toujours organiser des visites du passé gastronomique de la ville comme on le fait aujourd'hui au sujet du glorieux passé de l'industrie de la soie. Et puis nous terminerons sur un trait d'humour, teinté de chauvinisme. Lyon a quand même bien de la chance que Kurnowski l'ait consacré capitale mondiale de la gastronomie en 1935, car son titre ne risque pas d'être remis en cause, vu qu'il n'est jamais remis en jeu. Nos élus devraient être conscients de cet atout stratégique. À bon entendeur, salut! Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.